Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Brice Amiot, qui est professeur de Wing Chun et qui va nous parler un petit peu de son activité en tant que professeur de Wing Chun, mais aussi de son activité en tant qu'auteur, puisque je rappelle que Brice Amiot a publié un premier ouvrage chez Budo Édition à propos du Wing Chun et un second ouvrage est à paraître cette année. Bonjour Brice. Bonjour Gabriel, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors on va d'abord commencer par te présenter. On va parler un petit peu du Wing Chun dans cette interview, mais on va surtout parler de ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps comment t'en es arrivé aux arts martiaux ? Alors j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 7 ans, d'abord par l'étude du judo, comme tout enfant à cette époque-là, puisque là j'avais 7 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, donc voilà, on est dans les années 80. Et donc il n'y avait pas grand-chose de disponible, j'habitais dans le nord de la France, et pour les enfants, le premier club qui s'est fait connaître, c'est un club de judo. Ok. Voilà, donc 6 ans de judo, j'avais un professeur très attaché aux voies traditionnelles, c'est-à-dire que lui il ne faisait pas du sport, il faisait de l'éducatif. Ça a énormément influencé mon parcours puisque bien sûr en évoluant dans le judo, j'ai rencontré aussi ce qu'était le judo sportif et je ne m'y suis absolument pas retrouvé. Ok. Qui était le professeur Alors il s'appelait Monsieur Bertin, c'est un professeur lensois. Okay. Voilà, il était déjà assez vieux, il devait déjà avoir 65 ans à l'époque où j'étudiais avec lui. Ensuite, parallèlement à ça, à côté de cette petite salle de judo, il y avait une salle de sport de combat. Voilà, donc je passais la plupart de mon temps à regarder, à scruter les entraînements. Donc il y avait de la boxe anglaise, il y avait de la boxe thaï. Alors je pense qu'à cette époque-là, c'était sûrement un des premiers clubs. Les années 80, les années 80 ça commençait. Ouais. Voilà. Et donc pareil, dans cette salle, il y avait un professeur du nom de Joseph qui à un moment donné en avait marre de me voir à l'extérieur, le nez collé à la vitre toute la journée, et qui m'a dit « Bon, tu m'énerves, rentre à l'intérieur ». Bon, ouais, je regardais là, puis à un moment donné, il m'a dit « Bon, tu m'énerves, reste à rien faire, va me nettoyer tel ou tel truc dans la salle ». Bon, j'étais content de le faire, et puis au fur et à mesure, en fait, à chaque fois il me disait que je l'énervais, mais c'était pour m'amener petit à petit, finalement, à pratiquer. À l'époque, j'habitais chez ma grand-mère, et en fait, c'était un ami de ma grand-mère. Il lui avait fait comprendre qu'il veillait sur moi, et plutôt que de me laisser dehors dans la rue, il trouvait toujours quelque chose à faire dans la salle jusqu'à ce que je puisse... Au moment où vous avez découvert la boxe thaï, vous étiez adolescent, du coup? Ah non, j'étais toujours enfant, là. C'était vraiment à l'âge de, allez, on va dire, 8-9 ans. D'accord. Par la suite, un peu plus tard, j'ai commencé le karaté, parallèlement au judo. Et puis à un moment donné, il a fallu faire un choix. Donc c'était karaté Shotokan. J'étais au Lille Université Club, donc là je suis passé sur Lille. Et j'ai étudié pendant pas mal de temps jusqu'à ce que ma famille décide de descendre dans le sud de la France. J'ai voulu continuer le karaté, mais parallèlement à ça, j'avais toujours une passion pour les arts martiaux chinois. Et vous aviez pratiqué le karaté et le judo en parallèle ? En parallèle. Et le professeur de karaté, c'était la même personne que le prof de judo ? Non, pas du tout. C'était un autre professeur ? Ouais, c'était un autre professeur. Et d'ailleurs, je n'ai plus son nom en tête. Mais bon, c'était un professeur qui avait appris les arts martiaux japonais à la suite d'une aventure lors de la guerre qu'il avait faite. Il me semble que c'était en Indochine. Et il avait été captif. Et ça a été un moyen de conserver le moral, de conserver une certaine forme physique. Et pareil, on avait un enseignement assez traditionnel parce que lui s'était reconstruit avec le karaté. Avec les arts martiaux. Ouais. Voilà, et c'était ce qu'il voulait transmettre. Ok, ça c'est intéressant. Il y a eu ici sur la Côte d'Azur des gens qui sont partis en Indochine à l'époque où il y a eu la guerre. En particulier des gens qui étaient à Antibes, au Fort Carré d'Antibes, parce qu'il y avait un centre d'entraînement, un centre de formation à Antibes. Et il y a pas mal de judokas qui sont allés en Indochine. Il y a d'ailleurs un bouquin que j'ai par là qui raconte le voyage, il doit être de l'autre côté, qui raconte le voyage de 3 judokas antibois qui sont allés jusqu'en Indochine pour enseigner le judo aux troupes. Et ils ont poursuivi jusqu'au Japon, ils ont pratiqué au Kodokan et ils sont revenus. Il y avait Émile Cousinier dans le tas d'ailleurs. D'accord. Donc il y avait des judokas et des pratiquants d'arts martiaux qui étaient allés en Indochine. Tout à fait. Et quand ils revenaient, en général, ils ouvraient des salles. Exactement. Bon, c'est ce qui s'est passé pour ce professeur-là. Et du coup, le karaté, vous avez pratiqué longtemps ? Alors le karaté, j'ai pratiqué à peu près 7 ans. J'ai fait 2 types de karaté, le Shotokan, et ensuite j'ai fait du Shidokan, puisque quand je suis arrivé ici sur la région, finalement, j'avais le choix. Oui, ici il y a beaucoup de choix. Voilà, et étant intéressé par le contact et voulant toucher un petit peu la réalité de ce qu'était l'échange martial, je me suis dirigé vers le Shidokan parce que je n'avais pas encore trouvé le moyen de pouvoir investir une salle qui enseignait les arts martiaux chinois.
Vous étiez déjà intéressé par les arts martiaux chinois? Les arts martiaux chinois m'ont toujours intéressé. Je pense que les films ont fait le... les voilà. films de Jackie Chan. Exactement, ont fait leur travail. Et j'avais jamais près de chez moi une salle dans laquelle je pouvais aller. J'étais adolescent. C'est vrai qu'il y avait sur Antibes, il y avait Wang Ni, qui était donc très tôt, puis son père Wang Nam, qui était là très tôt. Mais c'est vrai qu'en arts martiaux chinois, c'est moins développé que le karaté, le judo. Et puis en Shidokan, c'était José Galuccio et Gilles Richet. J'étais avec eux à Saint-Laurent et Serge Rosano. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc ça fait un parcours assez typique de pratiquant. Ça fait judo, karaté, puis c'est comme les arts martiaux en France en réalité. Exactement, tout à fait. Et une fois passé du judo au karaté, vous êtes arrivé sur la Côte d'Azur à quel âge? Je devais avoir 16-17 ans. Ok, donc vous étiez encore adolescent. Le karaté Shidokan, il y avait quand même des adolescents en karaté Shidokan, c'était rare, mais il y en avait. Ouais, tout à fait. Il y avait les premiers championnats qui se créaient justement dans la sphère française à Saint-Laurent, et des championnats par équipe notamment. D'accord. Qui étaient des championnats, alors ça paraît du délire aujourd'hui, puisque en fait on désignait 5 combattants de 5 catégories différentes qui affrontaient donc une équipe faite du même panel de combattants. Et alors ce qui était extraordinaire, c'est que lorsque le combattant d'une catégorie gagnait son combat et que l'autre derrière, en face de la catégorie supérieure, avait gagné, en fait, il rencontrait celui d'en face. De la catégorie supérieure. Donc on avait des fois des combats intéressants. Voilà, des combats avec des catégories de poids, des écarts énormes. Et donc là-bas, il y avait toujours un esprit par contre qui était vigilant là-dedans, même si c'était, je pense que le Shidokan a amené avec le Kyokushinkai à peu près les premières compétitions de combat au contact dur. Voilà. Il y en a eu, mais c'est vrai que le Shidokan sur la Côte d'Azur a été très développé à un moment. C'est ça. Avant ça, il y a eu, vous savez, les compétitions de full contact, puisque le karaté full contact s'est développé avec Dominique Vall à partir des années 70. Oui, bien sûr. Donc il y a eu un peu, mais c'est vrai qu'en Shidokan, Shindokai et tous les styles qui sont dérivés du Kyokushinkai, ils aiment bien le plein contact. C'est ça, c'est ça. Et puis surtout pas de protection, quoi. C'était ça qui marquait un petit peu la différence. Alors c'est vrai, moi je suis pas tout à fait ouvert à ces trucs. Non, moi non plus avec le recul. À cette époque, disons que... C'était normal, quoi. Voilà. Mais et puis, je pense que j'avais des choses, moi personnellement, à faire passer à travers ça. Et ça m'a permis de faire cette expérience-là pour pouvoir justement me diriger vers autre chose au niveau du courant martial. Et donc du coup, vous avez fait du Shidokan pendant combien d'années? J'ai dû faire du Shidokan pendant 4 ou 5 ans, 4 ou 5 ans. Donc jusqu'à l'âge adulte, vers 20 ans, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, vous avez directement bifurqué vers les arts martiaux chinois? Oui, parce que j'en ai eu l'occasion à travers la rencontre de Roger Itier et Tony Deas, qui en fait dirigeaient l'université française de Wushu, qui avait tous les ans un stage à Sophia Antipolis. Ok. D'accord, donc autour de Valbonne, tout ça. Voilà, c'est ça. Ok, ça alors je savais même pas. Et ce stage réunissait, comment vous en avez entendu parler? Parce qu'en tant que karatéka... Alors le fait de voir des publicités passer, il me semble aussi à l'époque que ça s'est fait par connaissance, on a eu le vent, et je me suis dit, allez, c'est ce que j'ai voulu faire, je me lance. Donc j'ai découvert l'aspect technique, on va dire moderne des arts martiaux chinois, qui me convenait tout à fait, parce que moi j'avais eu un petit passé de gymnaste aussi. D'accord. Donc je me suis retrouvé dans cette pratique gymnique des arts martiaux, tout en me posant vraiment la question de ce qu'étaient réellement ces pratiques, puisqu'on me présentait aussi parallèlement la boxe chinoise et le tai chi chuan. Et là, je me disais, on a beau me dire qu'il y a des liens entre les trois, j'étais pas vraiment à même de les percevoir, en tout cas dans la version moderne des arts martiaux chinois. Mais par contre, ça m'a permis de mener des expériences et à un moment donné d'aller au bout d'un cursus d'athlète, parce qu'on ne parle pas d'artiste martial là dans ces sphères-là, d'athlète dans le milieu sportif des arts martiaux et donc des arts martiaux chinois. Ok, et donc à partir de ce stage, vous avez fait la rencontre de ces deux professeurs et vous avez suivi un cursus ici sur la Côte d'Azur? Alors non. Alors je me suis beaucoup entraîné sur la Côte d'Azur, moi personnellement avec des programmes que j'intégrais, mais j'allais régulièrement sur Paris pour pouvoir passer, stages, etc., me faire valider au niveau des grades et de la fédération, faire un ensemble de stages avec divers professeurs, soit traditionnels, soit modernes, et puis petit à petit passer aussi des diplômes d'instructeur. Ouais. Voilà, pour être reconnu. Et du coup, sur la Côte d'Azur, il n'y avait pas de club sur lequel vous étiez Non. Non, parce que dommage. Bon, maintenant, il y a des clubs de Wing Chun, parce que avec les films, c'est apparu, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être un peu plus... C'était aux alentours des années 2000. Ouais, alors... Moi personnellement, j'ai jamais vraiment creusé l'idée d'aller pratiquer le Wing Chun avec un pratiquant du coin. Donc j'ai pas vraiment cherché au niveau des salles. Moi je voulais pratiquer avec une personne, c'était Randy Williams. J'étais obsédé par ça. Moi j'ai toujours été, depuis adolescent, obsédé par l'idée de rencontrer
3 hommes dans ma vie. Donc Yang Jungming, Roland Abersetzer et Randy Williams. Ok. Donc j'en ai rencontré 2 sur les 3. Roland Abersetzer étant le 3e. Voilà, étant le 3e, j'ai eu récemment un petit contact avec lui à travers un post où j'ai félicité le réalisateur du DVD qui a été fait sur son parcours. Et il a eu la gentillesse de me répondre, de venir faire une intervention. Et donc je me suis dit, j'ai quand même eu un contact avec Roland Abersetzer. Oui, il est très sympathique. Bon, il est un peu âgé maintenant, je sais pas quel âge il a. Mais il a passé, je dirais qu'il est autour de 91 ans, je dirais. J'ai encore vu ses dernières parutions là, sur les rééditions de ses anciens ouvrages qui ont été retravaillés, modifiés, etc. Bon, il bosse encore. Hein, ça... mais je crois qu'il ne s'arrêtera jamais. Je pense aussi. Donc oui, effectivement. Et donc Randy Williams, comment vous en avez entendu parler? Alors, Randy Williams, je cherchais depuis des années à pouvoir l'aborder et j'ai appris qu'il ne venait plus en France tout simplement parce qu'il avait eu une mauvaise expérience d'un enseignement en France. Bon, j'avais plus ou moins laissé tomber, je ne voyais rien de très précis au niveau de sa venue en Europe. Et puis, j'avais quand même pris des contacts avec la communauté du Wing Chun française. Okay. Et puis à un moment donné, je vois passer sur internet une affiche comme quoi Randy Williams vient officialiser l'ouverture d'une école française de Los Angeles Combat Academy. Et je me dis, allez, au culot, j'appelle l'organisateur. Et puis le gars me dit, tu veux venir, il n'y a pas de problème, hein, de toute façon on ne sera pas nombreux. Randy Williams vient officialiser l'école, et donc il y aura nos élèves. On n'avait pas vraiment pensé que des gens extérieurs viendraient, mais voilà, tu peux te loger là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et j'ai dit, banco, je prends mes places, et je viens. Et là, voilà, la rencontre avec Randy Williams, une rencontre à travers laquelle moi je voulais lui proposer de venir diriger un stage, parce que j'enseignais déjà dans mon école. Et il a eu la délicatesse de me dire, écoute, moi tu sais que je ne me déplace pas pour des gens qui ne sont pas mes élèves, mais pour toi, par rapport à ce que j'ai pu observer de ta pratique pendant le stage qu'on a partagé, et également par le fait que tu me fournis un dossier qui me paraît extrêmement sérieux et complet, j'accepterai de venir. Et moi je lui ai dit, non, on va jouer le jeu, si vous m'acceptez comme élève privé, que vous me dites comment ça se passe et comment on peut fonctionner comme ça, moi c'est ce que je veux en fait. Et donc il m'a fait comprendre que ça impliquait beaucoup de déplacements, que ça impliquait une rigueur de travail, que ça impliquait aussi de l'avoir chez moi pour des périodes. Je dis mais oui, mais c'est comme ça que ça doit se faire. Hein. Et donc on a signé plus ou moins cet accord qui s'est scellé un mois plus tard en Allemagne à Duisbourg, dans la grande école de son on va dire repreneur, Mario Lopez. Et voilà, et j'ai suivi tout le cursus. Alors d'ailleurs, on a oublié de parler de Randy Williams, parce qu'on parle de lui, mais on a oublié de le présenter. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de son parcours en tant qu'artiste martial? Oui, bien sûr. Alors Randy Williams, il est considéré aujourd'hui comme un des derniers grands maîtres encore vivants d'une discipline martiale chinoise, et notamment, donc, en l'occurrence le Wing Chun. C'est quelqu'un qui est né dans Chinatown, Los Angeles, qui à 13 ans est entré dans l'apprentissage du Wing Chun avec un professeur chinois qui lui a donné du fil à retordre puisqu'il ne voulait pas le prendre avec lui, étant donné que Randy Williams n'était pas de la communauté chinoise. Il lui a dit « Oui, mais moi je veux bien te prendre », il avait 13 ans. Par contre, pour qu'on puisse finalement se comprendre, il va falloir que tu apprennes le chinois. Donc c'était un moyen pour le dissuader. Et finalement, en 3 mois, Randy Williams avait les bases du chinois, tellement il était motivé. Et puis c'est quelqu'un qui a une capacité d'absorption, je veux dire, des savoirs qui est incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, il est criminologue grâce à ses facultés intellectuelles. Et par expérience, la première fois qu'il est venu chez moi, il est resté 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il avait à peu près la capacité de comprendre une conversation en français. Il ne le parlait pas forcément, mais en tout cas, il comprenait ce qui se disait. Et il a un esprit analytique avec une mémoire incroyable. Et donc il a appris le chinois très vite et est rentré dans le cercle privé des élèves de ce professeur qui l'a, après 7 ans plus tard, dirigé vers Maître Kaming, avec qui il a étudié, il a perfectionné son art. Et je sais qu'il a aussi approché Augustin Fong dans le Wing Chun. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, c'est quelqu'un d'assez secret sur son parcours. Et Sifu Ted Wong. Voilà, donc il s'est fait reconnaître. Donc il a quand même beaucoup appris le Wing Chun et les arts martiaux chinois. Tout à fait. Qu'est-ce qui l'a amené à enseigner en France? Il avait des élèves ou une école? Oui, c'est ça, voilà. Il avait des élèves français, 2 élèves français, qui eux allaient étudier en Allemagne. Voilà, et qui à un moment donné se sont dit, non, nous maintenant on aimerait ouvrir une antenne en France. On a suivi le cursus de l'école. Parce que lui était installé en Allemagne. Alors il avait son école européenne, on va dire son quartier général européen est en Allemagne. Il a d'autres écoles, il a des écoles au Portugal, en Angleterre, et aussi en Transylvanie.
Et donc le quartier général est en Allemagne. Donc on se retrouvait tous là en fait, tous ces élèves pour européens. un stage annuel. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Donc oui, il enseigne en France, il a des élèves français, du coup un stage à Sophia Antipolis que vous suivez. Et ça vous donne le... Ah non, d'abord il y a le stage avec Roger Itier, voilà, et ensuite ça vous a connecté avec l'enseignement de Randy. C'est-à-dire que je fais un grand cursus ici dans le milieu des arts martiaux modernes, du wushu moderne, qui m'amène à mener des compétitions internationales dans lesquelles je vois des choses qui me font de plus en plus me dire que je ne suis pas à ma place. Je suis dans un milieu purement sportif avec des aberrations sportives que je ne cautionne pas, aucun esprit, et à un moment donné, je me blesse sur une compétition. Je me blesse et je me blesse d'une manière très significative puisque je me blesse à un genou, très gravement. Et moi qui m'intéresse un petit peu à ce que disent les mots et ce que disent les blessures, je vois bien que le genou est en lien avec une relation que je maintiens. Et cette relation, je la reconnais comme étant la relation avec le milieu sportif des arts martiaux chinois. Que, bien sûr, je ne renie pas, j'aime énormément le moderne, mais en tout cas, j'avais la volonté, de par mes formateurs de base, la volonté d'enseigner quelque chose de plus éducatif, voire de plus spirituel. Ok, aussi. Et donc du coup, dans votre école aujourd'hui, vous enseignez plus l'aspect sportif ? J'enseigne encore la boxe chinoise. Ok, donc pied-point, voilà, protection. C'est ça, saisie, projection, mais avec l'esprit traditionnel des arts martiaux chinois. Et comme je suis un pratiquant de Tai Chi Chuan traditionnel chevronné, j'y amène tous les principes du Tai Chi Chuan et du Wing Chun. Ok, de quel style de Tai Chi Chuan ? Yang. Ok, d'accord. Oui, c'est le style le plus répandu en général en France. Il y a un peu de Chen, il paraît que ça revient, mais c'est... Bien sûr, on a cette balance, c'est les deux styles qui se font le plus pratiquer. Ouais, voilà. Je crois que le style Sun en Europe... Pas trop, style Sun, style Li, style Wu, on va avoir peut-être une ou deux associations, ouais, on n'est pas trop... avoir quelques-uns, je connais pas bien, j'ai un ami que j'avais interviewé ici, sur mon autre chaîne qui connaît bien les arts martiaux chinois, lui il doit savoir, mais c'est vrai que le style Sun, j'en ai jamais entendu parler en France. Tout à fait. Il doit peut-être y avoir un club ou deux par-ci par-là, mais... D'après ce que j'ai compris, donc c'est la sœur de Sun Lotang qui a majoritairement développé. Voilà, après, quand elle l'a fait, elle était déjà vieillissante. Je sais pas comment les choses se sont ensuite transformées, mais j'ai l'impression que le style Sun a quand même majoritairement influencé la construction des formes modernes. De Wushu, de Tai Chi Chuan Wushu. Quand je regarde, je reconnais énormément les choses. Ok. Bon, pour la formation, du coup, on a fait une grosse partie sur votre jeunesse. Donc, on est passé par le judo, par le karaté, par le shidokan. Donc, par le karaté shotokan, par le karaté shidokan. Ouais, par la boxe thaï. Par la boxe thaï, par les arts martiaux chinois, par le biais de stage, et puis jusqu'à Randy Williams. Oui. Et là, aujourd'hui, donc, vous êtes toujours l'élève de Randy Williams ? Oui, non, il n'enseigne plus2 Williams. Okay. Alors, il fait 2 apparitions dans des stages pour ses élèves quand ils lui demandent. Il a énormément envie de revenir en France et je compte bien le refaire revenir pour un dernier stage européen. C'était quelqu'un, Randy Williams, qui allait pratiquer avec les grands noms des arts martiaux dans le monde et notamment la famille Gracie pour développer un style de Wing Chun au sol. Et voilà, donc il adorait rencontrer des pratiquants et lui, il ne faisait pas de séparation. On est des pratiquants d'arts martiaux, on a peut-être des styles légèrement différents, mais on doit pouvoir pratiquer ensemble. Mais c'est intéressant d'en parler pour le Wing Chun, parce que le Wing Chun, c'est un art martial qui se développe beaucoup, avec les derniers films, là, les Ip Man, c'est ça. Les arts martiaux sont souvent liés au cinéma. Ouais, je dirais heureusement et malheureusement. Oui, alors il y a du positif et du négatif. Du positif, parce que ça amène des gens à connaître, parce que ça fait de la pub en réalité, c'est ça. Du négatif, c'est que les gens s'attendent à trouver un truc qu'ils ne trouvent pas forcément. Après, pourquoi pas ? Parce que les gens comprennent, ne sont pas stupides, comprennent que bon, c'est un film, c'est pas comme ça en vrai, voilà. Bien sûr. Moi, j'ai commencé avec un film sur la capoeira qui s'appelait Only the Strong, bien sûr, avec Marc Dacascos, voilà, qui était un très très bon film, qui a bien vieilli. Ça garde le typique des années 90. Et bon, après, quand on fait de la capoeira, ça n'a rien à voir, quoi. Bien sûr. C'est le film. Mais il y a plein de gens qui ont commencé, le karaté avec les films de Bruce Lee, le judo avec Judo Boy et les trucs à l'époque. Tout à fait. Donc oui, c'est intrinsèquement lié, la culture populaire. Oui, voilà. Le problème, c'est souvent la motivation qui pêche. C'est-à-dire que les gens ont une motivation, du coup, qui est nourrie par ce qu'ils ont vu dans un film. Et forcément, on peut se retrouver avec des élèves qui viennent avec parfois des choses assez sombres, on va dire dans le cœur, j'ai envie de dire, mais dans les points surtout. Ouais, après, c'est justement ce qui se passe en général le premier mois, c'est qu'il y a un tri naturel. Qui se fait. Tout à fait. L'élève il tient pas un mois, il tient 1 mois et demi à tout péter, mais en général, au bout d'1 mois et demi, il comprend que c'est pas pour lui. Et bien puis, sûr. Il va faire autre chose, quoi. Mais et puis il y en a qui, au contraire, qui
comprennent finalement pourquoi ils sont là, Ouais. et qu'il y a mieux à faire que... Juste essayer de reproduire ce qu'ils ont vu au cinéma ou à la télévision. Oui, Ouais, que de nourrir l'ego. Et... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que maintenant, on a la génération 7. Enfin, moi, j'appelle ça... Parce que depuis les premiers pratiquants d'arts martiaux japonais en France, on en est à la 7e génération de 7 ou 8, ça dépend maintenant, en 2024, ça avance vite. Et cette génération-là est complètement dissociée, j'ai l'impression, des films. Alors que la génération précédente, voire encore précédente, était très liée aux films de Jackie Chan, de Bruce Lee, aux films de Marc Dacascos, des grands noms du cinéma. Cette génération-là qui arrive, comme ils arrivent très petits dans les dojos, à 3-4 ans, souvent c'est pas eux qui choisissent de venir. Oui, c'est vrai. C'est les parents qui, eux, ont les films en tête, ou les valeurs morales du judo, par exemple, qui les mettent au judo, ou au karaté, ou aux arts martiaux chinois. Alors j'ai envie de m'interroger et de me dire, alors, à quoi il se réfère? Est-ce qu'il se réfère à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux à ce moment-là? Non, je pense que, moi j'ai beaucoup travaillé sur les arts martiaux japonais, sur le karaté. Là je suis dans le judo pour ma thèse, mais j'ai fait mon mémoire de master sur le karaté. Je pense qu'il le mettrait j'en ai parlé avec un prof récemment, je pense qu'il le met au karaté comme il pourrait le mettre au baseball ou au foot ou au basket, c'est pareil au même, quoi. Ouais, d'accord. C'est pour les parents souvent, quand ils n'ont pas pratiqué d'arts martiaux ou qu'ils connaissent très peu ou de loin comme le grand public, ils le mettent au karaté comme ils pourraient le mettre au judo. Oui, donc les pratiquants ne vont pas forcément aller chercher pour associer. Après, quand ils sont pratiquants eux-mêmes, quand ils sont eux-mêmes karatéka ou judoka ou pratiquants d'arts martiaux chinois par exemple, ou de boxe anglaise ou de boxe pied-point, là c'est très intéressant parce que souvent il dit je vais mettre mon fils aux arts martiaux, mais pas dans le truc que moi j'ai fait, parce qu'ils se sont esquintés parfois, etc. Tout à fait. Moi j'ai vu des anciens karatéka qui m'ont dit non, moi mon fils je le mets au full contact parce qu'il y a les gants, il y a les protections, c'est toujours plus ou moins du karaté, il y a du pied-point, mais c'est différent quand même. Ouais, je pense aussi que le fait de pratiquer, je vois, dans une relation qui va être différente du contexte familial, ça peut amener l'enfant à ne plus savoir où sont les repères précis. C'est possible. Moi j'ai eu l'expérience avec mon fils, il a commencé avec moi les arts martiaux chinois, et puis j'ai eu, on va dire, cette phrase peut-être un peu maladroite, mais en tout cas lui l'a compris d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je lui ai dit, tu sais, à la maison, je suis ton père, mais à la salle, je suis ton professeur. Et ça a été dramatique. Ça a été dramatique. Ouais, c'est quelque chose qui était... Non, moi je veux que tu sois mon père à la maison et à la salle. Voilà, en gros. Ouais. Et donc... C'est compliqué, ouais. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en Chine, ils ont une tradition qui est très intéressante. Ils envoient leurs fils chez d'autres professeurs, même si c'est pas la même école. Exactement. Ce qui est mais c'est l'enseignement confucéen en réalité. C'est comme ça pour tout, pas pour les arts martiaux. Tout à fait. Mais c'est quand même une façon très intelligente de voir la chose. Ils ont contourné le problème, quoi. Tout à fait. Et maintenant, plus personne fait ça parce que les gens ils comprennent qu'il y a un business à faire, ils veulent mettre leur fils. Puis d'un certain côté, ils ont raison parce que c'est toujours une bonne planche pour rebondir d'avoir même un diplôme martial, ou si jamais il y a une période creuse, on peut toujours enseigner ou faire quelque chose. Donc c'est pas mal d'avoir une certification en arts martiaux. Oui. Mais je vois les professeurs, alors il y a les deux types. Moi je les vois d'un point de vue extérieur parce que je suis pas prof moi-même, je suis universitaire. Il y a le professeur qui a un bourreau avec son fils parce qu'il veut que son fils soit vraiment exemplaire. Il veut pas avoir honte du niveau de son fils, donc il le fait travailler 4 fois plus. Et puis il y en a d'autres qui disent non, mais mon fils il fera ce qu'il veut, et s'il veut s'entraîner pour le loisir ça va, mais sinon on s'en fout, quoi. Donc je vois un peu les deux types, mais il y en a qui jonglent un peu avec ces deux choses-là, mais je comprends que ça doit être extrêmement compliqué dans une relation familiale. Il y a un juste milieu à mener. Et à mener dans les deux sphères, familiale. Ouais, ça doit être très compliqué, ouais. Moi, j'imagine pas d'enseigner. Même, moi, je fais un peu de boxe anglaise, je fais plus de karaté, de judo, etc. Je fais beaucoup de boxe anglaise. Même enseigner à son propre fils, ça doit être quand même... Parce qu'il faut quand même un peu de discipline, il faut pouvoir entretenir un planning régulier, parce que si c'est une fois de temps en temps, ça sert à rien. C'est ça. Il faut de la cohérence. Et mine de rien, lorsqu'on enseigne une tradition, dans une société, dans un monde où les traditions sont un petit peu les derniers maillons de la chaîne, on va dire, les dernières préoccupations, c'est sûr que c'est difficile d'amener une cohérence. Voilà, donc... après, c'est aux gosses aussi. Je pense que les enfants eux-mêmes, parfois, ils ont des choix à faire, même s'ils sont jeunes et que, pas 3 ans, 4 ans, mais ils ont 10, 15 ans, ils peuvent quand même, ils ont leur propre personnalité, ils savent à peu près quoi choisir. Moi, je vois quand je fais des études sur le judo, le karaté, etc., je vois un peu le genre de gosse qu'il y a dans les clubs. Il y a quand même une répartition au niveau caractère assez différente. Les jeunes judokas, les jeunes karatékas, les jeunes pratiquants de boxe anglaise, c'est pas tout à fait le même caractère. Et des fois, on en trouve dans des clubs, ça se voit
ils sont dans le club, mais on dit lui, il doit faire tel autre style et il serait mieux. Ça se voit, il ressort du lot, quoi. Je comprends, ouais. Bon, on va parler un peu des bouquins parce qu'on est quand même là pour ça. Si vous voulez bien, il est juste là, le vôtre. Voilà, on va le sortir comme ça, on va le montrer un peu à l'image. Voilà. Donc ça, c'était le premier volume. Le deuxième va sortir cette année. On va en parler 2 minutes. On va déjà dire quelle est la genèse de cet ouvrage parce que c'est quand même un bouquin assez volumineux que vous avez fait avec des parties techniques, avec une partie historique, avec pas mal de précisions sur le système de Randy Williams, pour être plus précis. Comment on en vient à se dire, bon, je vais écrire un bouquin? Alors, moi, c'est simple. Quand je suis rentré dans le monde du Wing Chun, j'ai appris beaucoup sur le tas et je me suis dit, il me manque un outil. Il faudrait qu'on ait un outil qui regroupe tous les éléments essentiels, qu'ils soient théoriques, techniques ou autres, pour qu'on ait les meilleures bases possibles et pour qu'on puisse appréhender la pratique avec des choses là où on ne se retrouve pas d'un coup dans une incompréhension ou dans un questionnement où les réponses viennent beaucoup plus tard. Donc je me suis dit, voilà, moi j'entraîne aujourd'hui mes élèves vers l'apprentissage d'un style, d'une manière de faire, et je veux construire pour mon école le meilleur manuel possible du débutant. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je le propose à mes élèves dans mon école, est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire en sorte d'imaginer, de pouvoir le mettre entre les mains de n'importe quel pratiquant qui voudrait apprendre le Wing Chun. Alors forcément, le Wing Chun Williams serait le plus, désigné, puisqu'il y a énormément de différences parfois entre les terminologies prises dans les styles, les histoires racontées, la manière d'enseigner. Donc forcément, ça concerne principalement les gens qui aimeraient apprendre le Wing Chun de Randy Williams. Mais bon, j'ai fait en sorte quand même de lisser. Mais au départ, c'est parti de l'idée de faire un manuel pour le manuel parfait pour le débutant. Puis je me suis dit, ok, manuel parfait de débutant, on va quand même balayer le plus possible ce qui est pour moi le premier niveau d'apprentissage. Oui, voilà. Les fondements vraiment de la pratique. C'est ça, exactement. Et donc j'ai commencé à écrire, et puis à un moment donné, avec quelques élèves, on s'est dit, on va s'organiser, on va prendre des photos pour pouvoir agrémenter ça. Et puis, à un moment donné, j'ai constitué ce manuel et je me suis dit, je vais en faire une version grâce à une élève infographiste. Je vais en faire une version ici qu'on distribuera sous la forme d'un livre. Et puis, à un moment donné, je me dis, mince quand même. Quitte à en faire un livre, autant en faire vraiment un livre. Vraiment un livre, exactement. Ouais. Et puis, une fois ce livre entre les mains, j'ai réfléchi, j'ai vu comment j'ai commencé à le distribuer moi. J'ai vu que j'avais des retours de mes élèves qui disaient, ça c'est l'outil parfait, quoi. Nous, on s'entraîne. Je voyais des livres revenir et c'était en lambeaux parce que les gens les utilisaient tout le temps et tout ça. Je me disais, extraordinaire. Et je me suis dit, pourquoi pas le proposer à un éditeur. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, très humble, mais quel éditeur va vouloir de ce livre-là? Et puis je me suis dit, merde, je vais le proposer à l'éditeur que j'aimerais voir signer mon livre. En l'occurrence, forcément, vu que j'avais passé, moi, mon enfance dans les bibliothèques, à lire que chez moi, comme ici, la bibliothèque est, on va dire, à 70% occupée par les livres de édition, je me suis dit, voilà, je vais écrire à Monsieur Play, et je vais lui proposer mon livre. Je n'ai pas la prétention forcément de lui demander de le signer, mais en tout cas je voudrais lui présenter. Et si jamais il le trouve digne, ce livre, pourquoi pas. J'ai fait le coup de poker quelque part. Et puis Monsieur Play m'a appelé et il m'a dit on va le signer. Moi je suis un passionné de pédagogie. J'adore ça, la manière de transmettre. C'est pour ça que les ouvrages de Roland Versetzer, vous avez plus à l'époque, parce que lui, en termes de pédagogie, ses bouquins sur le judo, sur le karaté, sur les arts martiaux chinois aussi. Et Yang Junming. Oui, pour en revenir à votre ouvrage, c'est vrai que donc il y a la partie technique qui constitue le fondement, puisque c'est avant tout un manuel technique. Il y a une partie historique et spirituelle, donc sur le Wing Chun, ce que c'est, etc. Et puis il y a aussi le fondement de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte le style de Randy Williams. Tout à fait. Parce qu'en réalité, des manuels de Wing Chun, il y en a déjà quelques-uns en français, mais celui-là, il est vraiment spécifique au style de Randy Williams et à ce système qui est particulier, qui n'est pas tout à fait le système qu'on a l'habitude de connaître en Wing Chun. Aujourd'hui, c'est votre premier ouvrage. Il y a un deuxième ouvrage à paraître. Tout à fait. Alors, ce deuxième ouvrage sera aussi un ouvrage technique, si j'ai bien compris. Alors, ce second ouvrage est consacré aux 108 enseignements du Sulim Tao. C'est-à-dire que dans le Wing Chun, on considère qu'une forme est la colonne vertébrale d'un enseignement, en tout cas de l'enseignement d'un niveau du Wing Chun. Et donc, je dissèque à tous les niveaux, technique, théorique, spirituel, philosophique, tous les enseignements que j'ai pu recevoir, moi, il faut préciser qu'il a la première forme du Wing Chun. Donc c'est l'équivalent du premier kata pour le karaté. C'est ça. Et moi, je suis très attaché au fait de démontrer que les arts martiaux sont un support de transmission
de beaucoup de choses, et notamment de la pensée, par exemple chinoise, en tout cas pour le Wing Chun. Et donc forcément, on va y retrouver du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme, et donc je fais en sorte de ne rien laisser au hasard, et de dire pourquoi on appelle ça comme ça, pourquoi on a donné ce nom-là, pourquoi il y a tant de techniques, pourquoi... Voilà. Mon but, c'est de fournir le maximum d'informations sur un sujet. Et donc ce deuxième volume est uniquement consacré au Silim Tao, qui est la première forme, et je suppose que cela sous-entend qu'il y aura de prochains volumes consacrés à d'autres formes. Alors effectivement, j'ai déjà commencé l'écriture. Je m'en doutais. Alors, en réalité, je crois comprendre, et je ne suis pas du tout connaisseur du style de Randy Williams, mais il y a quand même les 3 formes, plus la forme au couteau papillon. Exactement, plus celle au bâton. Plus celle au bâton, effectivement. Plus le mannequin de bois. Oui, et le mannequin de bois. Alors le mannequin de bois, est-ce qu'il a gardé les formes traditionnelles ou est-ce qu'il a... Oui. Il a gardé ? Alors on retrouve, je veux dire, la forme traditionnelle typique. Par contre, il y a une seconde partie, parce que la forme qu'on connaît nous, c'est en fait une seule partie d'une grande forme. Ok. Et donc les mouvements, les techniques restantes pour constituer les 108 mouvements au mannequin de bois, ici, sont partie de son enseignement. D'accord, ok. Oui, parce que je me souviens, quand j'avais lu les livres de Bruce Lee il y a très longtemps, qu'il parlait de ça. Il disait, la forme au mannequin de bois, c'est bien, mais j'ai modifié ceci, cela, cela. Et maintenant, la forme qu'enseigne Danilo Santo au mannequin de bois a rien à voir avec la forme originelle qui était enseignée par Wong Chun Leung, par exemple. Ouais. Donc, il avait vraiment fait un gros travail de modification qui a été poursuivi par Danilo Santo. Et j'imagine que les profs de Wing Chun qui cherchent à développer leur enseignement modifient aussi cette partie parce qu'il y a des choses à modifier là-dedans. Connaissant Randy Williams, je ne pense pas qu'il se soit aventuré à créer une deuxième partie. Je pense qu'il a récupéré cette deuxième partie des enseignements qu'il a eu avec son premier professeur ou avec Maître Camille. Par contre, je suis à peu près certain qu'il l'a customisé en effet lui-même pour en faire la forme de son style. Très bien. Ok, donc le premier ouvrage, donc c'était l'ouvrage qui était plutôt destiné au premier niveau, aux débutants. C'est ça, les bases. Le second ouvrage sera donc plutôt destiné au niveau intermédiaire, si je comprends bien. Alors, je dirais que la continuité du niveau débutant, mais dans notre école, on fait en sorte d'apporter un bagage de connaissances avant d'étudier spécifiquement la profondeur du Silim Tao. Ok. Voilà. Le pratiquant peut commencer à faire la forme, mais on ne lui enseigne pas les 108 principes parce que pour les comprendre, il faut d'abord qu'il ait fait une expérience de la pratique. Et l'expérience de la pratique de débutant, elle est là. Et ensuite, forcément, par logique, il peut, grâce à ce livre, entrer dans l'enseignement plus spécifique du Wing Chun. Et cette forme, je dirais, est la plus importante du système puisqu'elle pose les fondamentaux et c'est sur cette forme-là qu'on peut s'appuyer pour pouvoir monter ensuite Et donc, si je comprends bien, la première partie de l'enseignement est surtout une partie théorique pour assimiler les principes. Et ensuite, comment c'est lié au combat? Parce qu'on n'a pas encore parlé du combat. Comment vous organisez ça au sein de l'école? Comment je vois ça? Pour pouvoir appliquer son style martial en combat, je pense qu'il faut passer par beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prétendent pratiquer un art martial, et puis quand on les met en combat, on voit tout sauf les rudiments techniques qui ont été appris finalement dans les applications. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des karatékas qui font de la technique, et des karatékas qui font du combat. Et finalement, on a deux types de pratiquants assez différents, et on ne retrouve pas forcément un lien vraiment net et précis entre les deux pratiques. Facettes, Voilà. Nous, dans notre école, on a d'abord ce qu'on appelle la structure personnelle. Le pratiquant apprend la théorie de base de son style et surtout tout ce qui l'amène à concevoir son style dans des éléments géométriques. À partir de là, il va devoir travailler sur lui pour former son corps, former sa capacité à synchroniser des techniques entre elles, à pouvoir faire des gestes justes, à pouvoir se retrouver lui dans ses postures de manière très ancrée, etc. etc. C'est ce qui lui appartient à lui. Ensuite, on a un deuxième niveau d'apprentissage qui est la structure appliquée. C'est-à-dire que tout ce qu'il aura appris seul, finalement, il va commencer à pouvoir le mettre en relation avec soit un partenaire, j'ai pas envie de dire un adversaire tout de suite, mais c'est plutôt un partenaire. Donc là, on est dans le travail de l'application pure, mais on est dans un contexte très, je dirais, conventionné, qui est garant de sécurité, et voilà. Il y a beaucoup de pratiquants qui ne sortent pas de ce contexte-là. C'est-à-dire pour eux, ils pratiquent les arts martiaux et ils restent là-dedans, ils ne veulent pas aller plus loin, et je dirais c'est leur choix, il n'y a pas de problème avec ça, c'est déjà une très bonne formation. Ensuite, on va mettre un niveau supérieur à ce qu'est l'échange. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un échange avec des règles bien précises, il va y avoir une petite partie qui va être destinée au libre.
Par exemple, on se place dans le contexte du Chisao, c'est-à-dire les mains collantes en Wing Chun. On a ce contexte imposé, on place quelques règles, et à l'intérieur, on va dire, bon bah voilà, à un moment donné de l'échange, telle personne devra faire tel ou tel mouvement, mais libre, il fait ce qu'il veut. Et l'autre va devoir réagir à ce moment-là. Okay. Donc on n'est pas tout à fait dans le libre, mais on commence à l'aborder. Ça ressemble à certaines formes qui étaient utilisées en karaté. Je crois que ça l'est toujours d'ailleurs dans certains styles. Vous savez, en karaté, il y a Ippon Kumite, voilà. Kumite, et tout à fait. Kumite. Ça ressemble un peu, sauf que ça peut être Ju Ippon Kumite, donc ça peut être libre sur un pas, ou alors conventionné, donc Kihon Ippon Kumite, donc conventionné sur un pas, donc sur une technique, ou conventionné sur 3 pas ou conventionné sur 5 pas. En général, quand on arrive à conventionner sur 5 pas, on recommence libre sur un pas, libre sur 3 pas, libre sur 5 pas. C'est quand même très conventionné, même quand c'est libre, on sait qu'il n'y aura que 3 techniques ou que 5 techniques. C'est ça. Là, c'est un peu plus libre quand même. Donc il y a cette logique qui me semble être de toute manière la meilleure logique d'amener quelqu'un à pratiquer en libre. C'est comme si on formait un musicien et qu'on veut l'amener à pouvoir échanger et à faire de l'impro avec. Et donc dans notre style, petit à petit, on va développer cette capacité par des éducatifs de combat. Donc il y aura les éducatifs d'application, où tout est vraiment maîtrisé. Les éducatifs de combat, on a des choses un peu plus libres qui se passent dedans, et on répète des situations qu'on va trouver en libre, c'est-à-dire avec l'agressivité du libre, peut-être, si on peut dire, la rapidité du libre, les distances liées au libre, parce que dans Wing Chun, on a beau être dans des distances très proches, dès que ça commence à changer très vite et qu'il y a des jambes qui commencent à venir parce que les coups de pied sont extrêmement présents dans Wing Chun, on a tendance à l'oublier, forcément les distances d'un coup s'allongent, et les applications étant majoritairement menées sur des échanges de bras, dès qu'il y a les jambes, ça nous amène dans un contexte où pif paf pouf, on part sur des choses qui ressemblent plus du tout au Wing Chun. Donc nous, on arrête à ce moment-là, on dit non, il faut que ce soit un cadre, ici, d'expression martiale qui ne laisse pas place à des choses qui ne font pas partie du style. Voilà. Ça permet au pratiquant de rester vigilant dans ce qu'il fait et d'être maître de lui-même. Il doit appliquer un style. Et le but n'est pas finalement le combat. Le but, c'est l'échange. En tout cas, le combat dans le sens je gagne, je perds. C'est plutôt la capacité, grâce à tout ce qui aura été construit, de maintenir un échange ici harmonieux, constant, constamment en mouvement, qui n'est que l'expression de ce qu'est la vie en fait, et de la capacité du pratiquant à pouvoir, ici, entre guillemets, surfer sur les vagues de la vie avec agilité quand la vie devient une tempête. Et du coup, ça crée une dichotomie que j'ai l'habitude d'étudier moi en arts martiaux, c'est que s'il va de plus en plus vers le libre, il doit de plus en plus utiliser des techniques qui sont proches de la réalité en réalité. C'est-à-dire des techniques qui sont des techniques de combat, des techniques de défense efficaces, des techniques d'attaque efficaces, mais il doit rester dans le style. Et du coup, ça crée à un moment une certaine limite, c'est-à-dire que s'il trouve un moyen de se défendre, ou une technique, ou une situation très efficace, mais qui ne fait pas partie du style, il va se dire merde, est-ce que je trouve un autre moyen ou est-ce que je garde ce que j'ai trouvé? Alors je dirais que ça dépend ce qu'il veut. Ça dépend ce qu'il veut développer. Moi en l'occurrence, j'invite les gens à étudier les arts martiaux pour pouvoir en tirer des choses pour leur quotidien. Donc moi, mon but c'est de leur dire, voilà, dans l'univers il y a des règles, le monde ne fonctionne pas de manière complètement désordonnée, il y a des lois. Ici. Et l'art martial nous permet d'apprendre ces lois et de faire avec, ici, dans un contexte qui est le contexte martial. Et donc, mon objectif est d'amener la personne à respecter quelque part ces lois, de manière, encore une fois, à pouvoir développer une faculté d'échange mesurée avec l'autre. Parce que le but, encore une fois, c'est de maintenir la paix. Dans le sens maintenir l'harmonie et l'équilibre, maintenir la paix. Il ne peut pas y avoir de question d'ego à l'intérieur de la pratique, sinon forcément on biaise les choses et celui qui est formé finalement pour être un représentant de tout ce qui va être la supériorité de la force, la supériorité de ceci, la supériorité de cela. On peut me faire l'avocat du diable, mais c'est parfois un bon moyen de progresser. Exact. J'ai vu dans des clubs des gens qui avaient un ego démesuré. Moi, je fais le tour des clubs assez régulièrement. Et parfois, ils sont bons. Mais justement parce qu'ils n'ont pas envie de perdre. Et ils ont vraiment envie de prouver qu'ils ont bien appris, qu'ils ont bien fait les choses. Et parfois, cet ego-là, quand il est bien placé, ça peut être un moteur. Bon, après, évidemment, s'il est mal placé, ça peut être une catastrophe. Mais s'il est bien placé, ça peut être un moteur de progression. C'est pour ça que je dis, ça dépend ce que choisira le pratiquant. Voilà, je ne rejette pas cet axe ce choix. En l'occurrence,
personnellement, c'est pas ce que moi j'ai envie d'investir dans la pratique du Wing Chun. J'ai envie vraiment qu'une personne se réalise à travers ça. Je dis pas qu'on peut pas se réaliser à travers l'autre, mais qu'elle fasse systématiquement le lien avec son quotidien et qu'elle puisse le mettre en place dans une volonté de partage. Après, la compétition peut amener une personne aussi à se réaliser et il en faut. Alors justement, parlant de compétition, est-ce que vous participez aux compétitions? Absolument pas. Alors, déjà, je ne suis pas vraiment certain qu'il existe aujourd'hui des compétitions, en tout cas propres au Wing Chun, en France. En France, ça doit être très peu. Peut-être la fédération de Wushu, mais je sais même pas. Alors laquelle? Aussi. Non, mais même quelle que soit la fédération, il me semble pas que. Des compétitions. Voilà, on essaye de faire en sorte. On essaye de faire en sorte éventuellement de laisser l'opportunité à un pratiquant dans le cadre, on va dire, d'une catégorie expression traditionnelle, de pouvoir éventuellement représenter une forme dans le cadre de la compétition. C'est vrai que c'est compliqué. Au niveau de l'affrontement, je dirais que si jamais on n'a pas un cadre bien réglementé, où tout le monde fait plus ou moins les mêmes techniques et les mêmes... On va vite se retrouver dans quelque chose d'assez problématique. Et Wing Chun contre Hungar ou Shaolin du Nord. Alors ça fera très plaisir au public de beauf qui attend que ça, on va dire. Ouais, c'est très possible. Non, ça peut être intéressant. S'il n'y a pas d'enjeu, disons, si c'est juste pour le fun, ça peut être intéressant. Voilà, et si on arrive à créer une manière de pouvoir, je dirais, juger ce combat, et désigner, mettre en avant certaines choses. Allez, disons le pire des cas, c'est brouillon, le combat est brouillon. On voit quand même plus ou moins qu'il y a le dessus sur l'autre, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes techniques. On voit un dominant, un dominé. Sauf s'ils sont à égalité et que c'est brouillon, là c'est une catastrophe. Mais ça arrive des fois, même dans les arts martiaux traditionnels, genre karaté, judo, où les fédérations sont en place depuis longtemps, il y a un règlement très strict. Mais je pense que ça dépend des pratiquants et de leur volonté de mettre en avant leur style et de mettre en avant quelque chose de bien structuré. Et il faudrait que forcément le règlement le permette, et même, je dirais, l'oblige. On a oublié de faire de la pub pour l'école. L'école est située à la Colle-sur-Lot, si je comprends bien. Alors, elle est située à Villeneuve-Loubet. À Villeneuve-Loubet, ok. Voilà. Et quel est le nom de l'école? Alors, l'école, à la base, c'est Wudé. C'est vertu martiale. Et lorsqu'on est passé justement de l'associatif au privé, on lui a donné une petite mention supplémentaire, c'est AMES, AM. Voilà, c'est arts martiaux éducatifs et spirituels, dans le sens où on parle beaucoup justement de ces courants de pensée chinois qui se sont posés justement sur la pratique, ou plutôt qui ont influencé l'élaboration de la pratique martiale. C'est quand même un enseignement qui est un enseignement pratiquement quotidien, on peut dire. Ah oui, tout à fait. Donc vous enseignez tous les jours à Villeneuve-Loubet. Et cet enseignement, je suppose, vous faites, c'est plus dans le milieu associatif, mais ça reprend les codes divisés en catégories d'âge ou éventuellement en catégories de personnes, non? Non, c'est catégorie de niveau. De niveau. Voilà. Okay. Alors j'ai arrêté, moi, pareil, en passant en privé, d'enseigner aux enfants. Déjà parce que la structure que j'ai aujourd'hui, qui est forcément plus petite structure, puisque forcément, lorsqu'on est en associatif, on bénéficie des structures municipales. Là, c'est pas le cas. J'estimais ne pas avoir les normes de sécurité adaptées pour pouvoir accueillir des enfants. Et puis aussi, moi, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. J'ai vu en 25 ans le niveau de concentration des enfants petit à petit diminuer, leur niveau de capacité, et au bout d'un moment je me disais, la vache, ce qu'on pouvait faire il y a 15 ans en l'espace d'un mois, là il nous faut pratiquement 1 an pour pouvoir le réaliser. Ça devenait de plus en plus dur, même au niveau relationnel, il n'y avait plus de la part des enfants cette espèce de compréhension de la construction d'un contexte dans lequel on pouvait apprendre les arts martiaux. Ils venaient majoritairement pour s'amuser, et même en faisant l'effort d'expliquer de manière hebdomadaire, puisque je les avais 1 fois par semaine, les choses, je voyais que ils n'arrivaient pas à le retenir. Est-ce que c'était pas parce qu'ils étaient de plus en plus jeunes? Parce que sur les 20 dernières années, il y a eu des créneaux qui se sont ouverts jusqu'au... Je sais pas à quel âge vous les preniez, 3... Non, alors moi je les prenais entre 8 et 13 ans. Ok, donc c'est jusqu'au début de l'adolescence. C'est ça. Je les prenais pas avant, et j'avais toujours plus ou moins la même tranche d'âge. Donc je pouvais vraiment me référer à cette tranche d'âge et aux années antérieures pour ça. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de ce qui est l'enseignement adulte, alors je prends les jeunes gens à partir de 14-15 ans, parce que j'estime qu'à partir de cet âge-là, ils sont capables de comprendre tous les éléments d'un art martial et non pas d'un sport. Et donc je crée des niveaux, plus que des tranches d'âge, des groupes de niveau. Au sein des groupes de niveau, donc l'enseignement, il se constitue comment? Est-ce que vous avez par exemple une partie conditions physiques? Ça, c'est intéressant pour les... Oui, alors j'ai été, je pense, une des premières écoles à créer un cours spécifiquement de conditions physiques pour les pratiquants d'arts martiaux. Donc j'accueillais tout le monde.
Okay. Mais la condition physique était celle pour les pratiquants d'arts martiaux, c'est-à-dire que aucun exercice n'était pensé en dehors d'une application justement ensuite dans la pratique. Ah, ça c'est intéressant. Alors quel type d'exercice vous aviez? Alors on avait beaucoup d'exercices qui étaient basés sur la capacité d'être explosif, mais aussi beaucoup d'exercices au niveau de la souplesse. Ouais. On ne travaillait pas en symétrie, c'est-à-dire qu'on travaillait toujours en asymétrie puisque la pratique du combat est asymétrique en fait. Donc on avait énormément de travail sur tous les domaines, je dirais, de développement physique, mais en lien avec ce qu'on pouvait justement retrouver dans les pratiques. Ici, que ce soit technique ou... Et en asymétrie, c'était donc des exercices avec haltères, ce genre de choses? Non, kettlebell, puisque la kettlebell, en tout cas la méthode qui a été développée par Pavel Tsatsouline pour le Strong First, était justement une méthode qui employait l'unité corporelle. Pour fournir à la fin l'effort de soulever. L'effort, c'est ça. Ce n'était pas fait avec un muscle précis. Tout le corps était au service de l'effort. Et ça avec des positions qui n'étaient pas forcément des positions avec les pieds bien parallèles et tout ça. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Et isométrie aussi un peu? Oui, toujours. Isométrie, bien sûr. Puisque... C'est l'évidence, mais il faut oui, parce que on développe ou la qualité du chi ou la quantité du chi. C'est-à-dire soit la capacité à pouvoir justement être très explosif ou à être fort, à pouvoir garder ou à être endurant. Ouais, l'endurance musculaire. Bien sûr. Ok, ouais, parce que bon, l'isométrie, ça nous paraît évident maintenant avec Bruce Lee, mais ça n'a pas toujours été. Pas toujours. Donc, et puis c'est une méthode qui est peu connue en dehors des cercles martiaux. Je crois que peu de pratiquants de musculation font l'isométrie. Si, le gainage, les gens font le gainage pour les abdos. Voilà, c'est à peu près le seul exercice isométrique que les gens font. Donc bon, c'est pas mal déjà, c'est un début, mais c'est vrai que pour l'isométrie, à part... Si, Bruce Lee faisait ça avec des haltères, je me rappelle. Ouais. Alors, il avait développé pour l'isométrie ces fameux anneaux de fer. Alors, tout le monde croit que c'est quelque chose qui date de... Et non, il avait développé ce système-là qu'il avait présenté d'ailleurs lorsqu'il avait retrouvé son professeur quand il est revenu à Hong Kong. Il lui avait soumis. Et il y a d'ailleurs une photo très célèbre où il est avec ces anneaux-là, et où d'ailleurs Hitman, on le voit aussi avec ces anneaux-là. Et en fait, c'est lui qui avait développé ce truc-là pour justement travailler l'isométrique et l'alignement et le travail du chi, justement, de la conduction du chi avec un effort soutenu. Il aimait bien faire ça, il aimait bien créer des machines et des trucs. Tout à fait, exactement. Il faisait les plans. Des compléments alimentaires aussi. D'ailleurs, c'est bien parce que dans les livres, on voit les dessins qu'il fait qu'il envoyait à son pote pour qu'il lui crée telle machine de telle façon. Exactement. Parce qu'il n'y avait pas encore... Ces livres étaient des mines d'or. Moi, je ouais. sais que là-dedans, j'ai découvert en fait des aspects de Bruce Lee que je ne soupçonnais pas. Là, il y a le dernier, où c'est que je l'ai mis. Le grand, là. Il est derrière vous. La puissance du dragon, c'est l'expression du corps humain. D'accord. Celui-là. Ah ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Celui-là, là-dedans, on voit à certains moments, il faisait des petits dessins, et puis il expliquait voilà, il avait des machines. C'était le début des machines de musculation. Et il expliquait, en gros, je vais faire tel mouvement comme ça, il me faut une machine. Il avait inventé une presse pour les avant-bras. Enfin, c'est des trucs de fou pour l'époque. Exactement. Du coup, pour en revenir au bouquin, donc ce premier ouvrage était, on va dire, constituer les fondements de l'art martial que vous enseignez. Le deuxième volume va s'intéresser plus à décortiquer Silulim Tao. Et c'est un ouvrage qui, donc, il y a déjà des bouquins sur Silulim Tao. Bon, plutôt en anglais d'ailleurs. En français, je crois qu'il y en a un. Je suis même pas sûr d'ailleurs. Il me semble que Didier Bédard a fait... Didier Bédard on a fait un, il y a longtemps. On a fait un sur le... Je crois que c'est le seul en français. Peut-être au Canada, mais je suis pas familier avec ce qu'ils écrivent là-bas. Moi non plus. Mais c'est vrai que c'est assez rare de s'intéresser à une forme particulière, même pour les bouquins de karaté. À l'époque, il y a eu des bouquins sur Teki Shodan, sur Kankudai, etc. Ils faisaient des petits livrets, des petits fascicules, mais c'était quand même très rare. Et là, le fait de s'insérer dans une forme particulière et d'en faire ressortir tout l'art martial, ça peut permettre peut-être d'aller plus loin ou de présenter mieux les principes. Ce que je n'ai pas voulu faire, c'est le traditionnel livre où on voit toutes les photos de la forme découpée, faites comme ci, faites comme ça, et ça y est, vous savez faire la forme. Mais non, il faut comprendre qu'une forme est l'expression de tout un niveau d'apprentissage. Et elle recèle énormément de choses à tous les niveaux. Oui, parce qu'en fait, il faut distinguer les aides-mémoires, qui a beaucoup en réalité, parce que c'est avant tout pour ça que les gens achètent des livres. Ils voient la technique pratiquée au club. Une fois de retour chez eux, parfois ils veulent refaire l'entraînement le dimanche ou quoi. Tout à fait. Mais ils ne se souviennent plus, donc ils ont un aide-mémoire avec les photos, photo après photo, et là ça leur rappelle comment faire. Puis ils ont les conseils du maître en tête en général, donc ils savent à peu près comment exécuter la forme. Tout à fait. Mais c'est vrai que là c'est différent, il s'agit vraiment de décortiquer la forme pour en voir l'essence. Oui, parce que ce que je veux, c'est préserver ce savoir-là, parce que je pense qu'il va disparaître à un moment donné. Il est tellement riche que... se transformer, pas forcément disparaître, mais voilà. Se transformer. En tout cas, celui de mon professeur. Moi, j'ai découvert une richesse pédagogique chez lui que je tiens absolument à faire connaître au plus grand nombre, parce que pour moi, c'est un trésor. Il est hors de question que ça disparaisse. Et puis surtout, quand je vois aujourd'hui ce que deviennent les arts martiaux dans la tête des gens,
j'ai envie de leur dire, mais regardez, non, ce n'est pas juste un ensemble de techniques acrobatiques faites sur un gars qui ne bouge pas et qui a fait une seule technique, le tout mis sur un format qui passe très bien à Instagram. Non, on a des choses très très riches et ça pouvait permettre à des personnes qui étaient peut-être perdues dans leur vie ou qui manquaient de repères, de comprendre énormément de choses sur eux-mêmes et sur le fonctionnement ici du vivant. On parlait du livre, effectivement, on disait que l'ouvrage est disponible chez Budo Édition, donc il est à la fois disponible sur le site internet et il est aussi disponible dans tous les points de vente en ligne, que ce soit dans tous les points de vente physiques par exemple, que ce soit la FNAC, les librairies, etc. Et il est aussi disponible à la dédicace et je crois bien que vous avez une actualité prochaine, vous avez un stage qui va se dérouler en été, c'est ça? Tout à fait. Donc moi j'ai mis en place un système de formation annuel. Lorsque les gens viennent sur ces formations, forcément, généralement, soit ils ont déjà le livre, soit ils me le prennent et c'est là que finalement j'y mets quelques mots. Mais l'actualité la plus, on va dire, fraîche, c'est l'organisation du stage d'été classique au mois de juillet, donc du 15 au 19 juillet. Il y aura 7h30 d'entraînement par jour, pendant 5 jours. Oh là là. Et c'est dans le sud donc? Oui, ce sera sur la commune de la Colle-sur-Loup et ses environs, puisqu'on aime utiliser les sites extérieurs. Ça s'y prête beaucoup. Oui, tout à fait. Voilà, l'été par contre il va faire chaud. 7h30 ça va les réveiller un peu. On commence à 6h justement. Ah oui, ouais. Commencer tôt le matin, vous avez bien raison, parce qu'après c'est vrai que ça chauffe. Tout à fait. Bon, le cadre est idéal aussi pour les vacances. En général, c'est des vacanciers qui profitent pour faire le stage ou des gens qui font ce que j'appelle le petit tour, c'est-à-dire qu'ils font le stage puis ils en profitent pour faire la Côte d'Azur. Voilà, exactement. Ok, très bien. Donc effectivement, il y aura le livre disponible à la dédicace par vous-même et aussi sur notre site internet, sur les sites de vente en ligne et sur les points de vente physiques, donc dans les librairies. Le second volume sera certainement disponible soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc il sera sur le Silulim Tao, les 108 mouvements du Silulim Tao. Et je crois que vous êtes déjà en train d'écrire le prochain. Donc, forcément, il y a les 108 enseignements du Silulim Tao. Il y a de grandes chances que les 108 enseignements de Chum-Kyu dit après, ok. Ouais, donc forcément, ça laisse du travail parce que... Ouais, c'est énormément de travail. Il faut savoir que celui-là m'avait pris à peu près 2 ans et demi, le Silulim Tao plus de 3 ans. D'écriture, j'ai dû refaire les photos à un moment donné parce qu'on n'est pas forcément professionnel sur tout. Et puis, c'est un travail, la photo, c'est compliqué. Exactement, exactement. Donc on a dû les refaire une seconde fois. Ça a été ça nécessite beaucoup d'énergie. Ça nécessite parfois d'investir en matériel. Les logiciels, il faut savoir maîtriser. Et ça nécessite un gros savoir-faire. Je voulais vous remercier d'abord d'avoir accepté l'invitation, d'avoir parlé de votre parcours, du Wing Chun, du style de Randy Williams, de vos ouvrages, de votre premier ouvrage et du second qui sera à apparaître. Donc je voulais vous remercier d'avoir été avec nous et remercier aussi les auditeurs d'avoir été avec nous pendant cette petite heure. On se retrouvera sur la chaîne de Budo Édition et puis on va aussi dire aux auditeurs que vous avez une chaîne YouTube dont le nom est... simplement Brice Amiot. Brice Amiot, donc il est votre nom, une chaîne YouTube sur laquelle vous parlez des arts martiaux chinois, de votre enseignement. C'est ça, il y a un petit peu de tout, il y a quelques petits coups de gueule. Oui, de temps en temps, qui ne sont pas néfastes, qui sont très bien d'ailleurs. Voilà. J'invite les auditeurs à aller regarder cette chaîne YouTube. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt sur la chaîne de Budo Édition. Merci Gabriel.